projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Blaise Pascal Tanguy, ce Camerounais a étudié les mathématiques avant de succomber à sa passion pour le cinéma. Réalisateur de documentaires sans concession sur l'Afrique, il convie cette semaine le public et les professionnels à Paris au festival L'Afrique fait son cinéma. C'est notre invité du jour. C'est pas toujours très valorisant. Et on s'est dit, voilà, on va lancer un festival où on choisira des films qui valorisent un peu, qui donnent une image contraire à ce qu'on a l'habitude de regarder de l'Afrique. Écoutez du jazz à Lagos, cela se passe au Truth Club, l'une des adresses les plus cotées de la métropole nigériane, où nous attend le trompettiste Etuk Ubong. Il y a eu ce jour où un trompettiste est venu jouer dans notre église. Après le service, ma mère m'a emmené chez le trompettiste et m'a remise à lui en disant qu'elle voulait qu'il m'apprenne à jouer de la trompette. Son nom était Etop Adolphus. Le cinéma nigérian s'exporte bien au point de voyager chaque année à Paris pour 4 jours de projection. Coup de projecteur sur un festival pas comme les autres. Les vidéos que nous produisons sont de meilleure qualité. Mais elles resteront toujours des films faits par des Nigérians pour des Nigérians, avec nos histoires. Nous ne perdons pas notre essence. Nous partons dans les nuits de Lagos pour ce premier reportage. La mégalopole nigériane, comme de nombreuses villes en Afrique et d'ailleurs, a eu beaucoup de mal à vivre le confinement. Pourtant, dans ce club de jazz, la musique a continué d'enchanter les passionnés. Notre journaliste Hugo Uana s'est glissé dans les répétitions du compositeur et trompettiste Etuk Ubong, étoile montante de la scène nigériane, pour écouter son cocktail de jazz et d'afrobeat. Regardez. L'atmosphère est intense avec des sentiments nostalgiques dans l'air. C'est un samedi soir habituel au Truth Club. C'est cette ambiance chaleureuse et enivrante qui incite les visiteurs et les amateurs de musique à venir nombreux pour apprécier cet endroit atypique. Le Nigeria, au fil des ans, a été un terrain nourricier pour un éventail de talents musicaux comme Etuk Ubong, l'un des trompettistes, compositeurs et chefs d'orchestre les plus demandés du pays. Né et élevé à Lagos, le centre névralgique du divertissement et du commerce du pays, le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. J'ai développé un intérêt pour jouer de la batterie conga à l'église et je me souviens que j'ai aussi essayé les sets de batterie. Il y a eu ce jour où un trompettiste est venu jouer dans notre église. Après le service, ma mère m'a emmené chez le trompettiste et m'a remise à lui en disant qu'elle voulait qu'il m'apprenne à jouer de la trompette. Son nom était Etop Adolphus. Guidé par sa passion, il a commencé à jouer de la trompette à l'âge de 14 ans et à l'âge de 16 ans, il s'est placé sous la tutelle de divers artistes professionnels tels que Edop Adolphor, Victor Aktemofé, feu le légendaire Sir Victor Oleya et le phénoménal Femi Kuti. Il a acquis sa formation musicale au Peter King College of Music, à la Merton School of Music et à l'Université du Cap en Afrique du Sud. J'ai été exposé à Malcolm X, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Martin Luther King et plein d'autres qui reflètent la conscience noire. Je pense que c'est l'influence fondamentale que j'ai eue musicalement et qui m'a poussé à devenir musicien et qui je suis aujourd'hui. Son inspiration du jazz, de l'afrobeat, de l'ekombi, du highlife et des éléments terrestres, vent, eau et feu, forge sa philosophie musicale qu'il appelle Earth Music ou musique de la terre, une incarnation du mélange de musique qu'il propose de son lieu de prédilection, The Truth Club à Lagos. We all know what truth is all about. Nous savons tous ce qu'est The Truth Club. C'est un centre musical où les gens sont autorisés à entrer pour montrer leur talent et ont la capacité de pouvoir dire la vérité sur la société dans son ensemble.
And as a manager here, we tend En tant to que make manager ici, nous avons tendance à créer un endroit chaleureux, convivial et en même temps organisé de manière à proposer un beau programme ici. so like our weekly activities. Nous opérons from Monday 24 heures to du lundi Sunday, au we dimanche. operate 24 hours. Eh bien, pour moi, le processus d'écriture de ma musique et de composition de ma musique, des chansons que j'écris et j'interprète, sont essentiellement liés au fait que j'ai besoin d'éduquer les hommes et les femmes sur l'Afrique, qui est un peu la pomme de la discorde dans mes pensées. Les hommes africains, ils ne connaissent pas toujours leur histoire. Ils ne savent pas, par exemple, que l'Afrique n'est pas le nom originel de l'Afrique. Ils ne savent pas qu'Alkebulan est le nom originel de l'Afrique. Il se produit avec Etuk Philosophy, son groupe énigmatique dont les rythmes et les beats libèrent les prouesses musicales d'Etuk. Avec son groupe, ils ont tissé un lien au-delà de la scène. Sa chanson a un message positif qui aborde les maux de la société, mais s'adresse aussi au cœur et à l'esprit des auditeurs. Nous jouons depuis quelques années maintenant et nous exprimons nos pensées à travers la musique ici. Les défis et l'expérience de jouer pour Etuk's Philosophy font du groupe l'un des meilleurs groupes au monde, car il comprend des instruments et des instrumentistes incroyables. La musique de la Terre parle de vie, d'amour, de paix, d'amour pour l'humanité, et elle rassemble, crée l'unité. Nous exprimons nos émotions à travers cette musique. Le Truth Club est un lieu animé qui attire des gens aux goûts musicaux similaires, unis à travers les airs mélodieux du Earth Music d'Etuk Ubong. Dans les 10 prochaines années, le Truth Club sera aux 4 coins du monde, vous savez, portant toujours haut le drapeau de l'Afrique et éduquant pas que l'homme africain, mais tous les hommes. Avec 2 albums et un extended play, il s'est produit sur différentes scènes en Afrique et même au-delà, avec plus de 10 000 ventes de billets. Sa chanson Black Debtor était numéro 2 sur la Corner Playlist sur Apple Music Jazz et son album Africa aujourd'hui figurait dans le top 10 de la playlist de la BBC 3 Radio. Il dirige une nouvelle génération d'interprètes de musique de jazz et d'amateurs de son genre assez rare de musique de la terre, Earth Music comme il l'appelle. Je vous le disais en titre, notre invité du jour convie cette semaine à Paris les passionnés du 7e art au festival L'Afrique fait son cinéma. Un événement rendu virtuel à cause du confinement, mais qui demeure une plongée dans le cinéma du continent avec une foule de films à l'affiche. C'est la 2e édition de cet événement qui veut contribuer à mieux faire connaître le cinéma africain aux Parisiens, comme Blaise Pascal Tanguy l'a expliqué à Laurent Soustras et à Thierry Schiller. Blaise Pascal Tanguy, bonjour. Vous êtes réalisateur, producteur et délégué général du festival L'Afrique fait son cinéma. Pourquoi ce festival est-il important ? Je pense qu'il est très important pour nous, important ce festival, pour nous déjà, parce que nous sommes tous des cinéastes, et pour tous les autres cinéastes à travers l'Afrique et ailleurs, parce que ce n'est pas uniquement un festival africain, mais il est afro-descendant aussi. Et il est ouvert un peu, hein, parce qu'il n'y a pas que les films africains, on a 2 ou 3 films qui ne sont pas faits par des Africains. Voilà. Il est important parce que ça nous permettra de mettre en lumière ce que nous faisons, de faire connaître au monde ce que nous réalisons, ce que nous produisons. Voilà. Et il y a à peu près 2 conférences. On a 2 conférences, une sur les coproductions Europe-Afrique, et on fera une table ronde qui va réunir tous les organisateurs de festivals en région Île-de-France. Question d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mutualiser nos efforts, travailler ensemble pour avoir des événements beaucoup plus forts, beaucoup plus importants. Vous êtes le promoteur d'une Afrique vue par les Africains et vous dites vouloir résoudre un défi d'incompréhension par rapport au continent. Qu'est-ce qui vous a amené à cette position au cours de votre carrière ? C'est vrai que j'ai grandi en regardant beaucoup de films. Les films hindous, les films chinois, les films américains, et dans tous ces films-là, on fait rêver.
Or, contrairement à nos films, aux films africains que je regarde étant en Afrique, et même quand j'arrive en France, c'est pas toujours très vendeur, c'est pas toujours très valorisant. Et on s'est dit, voilà, on va lancer un festival où on choisira des films qui valorisent un peu, qui donnent une image contraire à ce qu'on a l'habitude de regarder de l'Afrique. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression que, jusqu'à présent, l'Afrique était représentée de manière trop stéréotypée dans le cinéma? C'est mon avis, évidemment. C'est trop stéréotypé parce que je me souviens, moi je suis producteur, évidemment, comme vous l'avez dit au départ, je suis producteur réalisateur et j'ai beaucoup de projets. Et à chaque fois quand je rencontre des gens avec mon projet, on me dit non, il n'est pas trop africain. Il y a des images même, on me dit non, c'est pas trop africain parce que qu'est-ce qu'on attend? On a envie de voir peut-être les maisons des villages, des maisons qui tombent, des gens qui ne sont pas bien habillés, qui courent du pied. Bon, c'est l'habitude, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de regarder. Moi, j'en vois à personne, mais j'ai juste envie qu'on fasse du cinéma simplement, qu'on raconte de belles histoires. Ça peut être des belles histoires d'amour, ça peut être notre culture, ça peut être pas mal de choses, mais qu'on fasse du cinéma, comme tous les autres le font. Pas un cinéma uniquement africain, comme on le pense. Dans le cinéma africain d'aujourd'hui, il y a aussi le poids croissant des diasporas du continent et leur lien avec leur pays d'origine. Comment voyez-vous cette relation à la fois artistique mais aussi financière? Parce que j'imagine que la diaspora peut apporter des sources de financement ou des manières de faire et de gérer différentes. Évidemment, la diaspora, c'est vrai que la diaspora apprend beaucoup parce que je prends l'exemple, nous qui vivons en Europe, on fait des formations en Europe, on côtoie des gens qui sont très bien formés, plus expérimentés, donc ça nous permet d'acquérir certaines connaissances qu'on a envie d'exporter de chez nous dans nos différents pays africains. Donc quand on arrive, on a envie de former aussi ceux qui sont restés là-bas, de travailler avec eux, mais avec l'expérience qu'on a acquis à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on met plus en avant la formation, le côté formation, le côté encadrement. Mais à côté, on a aussi les financements. C'est vrai qu'on travaille un peu plus, on gagne peut-être un peu plus que les cinéastes qui sont restés en Afrique. On veut certes chercher, on a peut-être beaucoup plus de sources de financement, on veut chercher pour ramener et fabriquer des films. Sauf qu'on est confronté à cette réalité où, localement, on ne comprend pas encore beaucoup ce que c'est que le cinéma. En fait, pour la plupart du temps, dans beaucoup de pays, la preuve, il y a beaucoup de pays dont on ne connaît même pas le cinéma. Voilà, donc il y a ce côté. On a envie aussi que localement, les gens puissent comprendre qu'on doit mettre l'argent. Par exemple, les États, les hommes d'affaires, les particuliers, que c'est un business, un métier où on peut, à travers le cinéma, se faire connaître, vendre et gagner de l'argent aussi. Et justement, en 2017, vous avez créé une association pour mieux faire connaître le cinéma africain, mais aussi pour assister à cet effort de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'association African Filmmaker Network, que nous avons créée avec beaucoup d'autres cinéastes. Quand je parle de cinéastes, je parle de producteurs, réalisateurs, acteurs, et bon, tout ce que vous connaissez comme métier dans le cinéma. Le but était, dans un premier temps, de former les enfants de la rue. Pourquoi enfants de la rue? Parce que personnellement, j'ai fait beaucoup de documentaires, la plupart dans la rue. Voilà, et puis ça m'a permis de comprendre comment est-ce que les enfants de la rue fonctionnent, leurs problématiques, leurs rêves et tout. Et je me suis dit, ben, on va créer une association, on va prendre des gens à l'extérieur, on les ramène dans un pays africain quelconque, on se rapproche des enfants de la rue, on les forme et on les fait tourner. C'est pas qu'on donne la caméra, on va le faire, mais on reste derrière, on les forme, on leur montre comment ça se passe. Ils fabriquent un film, on le fait ensemble, et à la fin, on sort un film qui est fait à 100% par les enfants de la rue. Là, c'est un défi assez grand, mais je pense que je suis encadré de personnes qui ont la même vision, et je pense qu'on va y arriver. Bon, maintenant, à côté, il y a la promotion du cinéma. L'association aussi œuvre pour la promotion du cinéma africain à travers le monde. Ça veut dire que les films qui sont faits, moi étant du métier, je sais qu'il y a beaucoup de films qui sont faits et qui meurent dans les tiroirs. On n'arrive pas à les faire connaître. Donc à travers notre festival, les films qui sont faits pourront être vus par les autres. D'abord par le public parisien, puisque le festival il se passe à Paris, et les Parisiens ne connaissent pas beaucoup le cinéma africain. Donc nous, on pense qu'à travers ce festival, ils vont découvrir le cinéma africain. On l'a vu l'année dernière, lors de la première édition, le retour des gens qui ont regardé le film. C'était vraiment, ça nous a encouragés, ils étaient très contents. Ils ont posé beaucoup de questions. Ça nous a permis de
de travailler sur la seconde édition. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Nous sommes à vos côtés. C'est vous l'avenir, Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. C'est la deuxième industrie cinématographique au monde et elle pèse 7,2 milliards de dollars. Je veux bien sûr parler de Nollywood qui se classe juste après sa grande sœur indienne Bollywood en produisant 1 millier de films par an. Des durées de tournage réduites, des budgets serrés, des fictions en langue locale, c'est l'une des signatures de cette industrie, mais pas seulement. Pour comprendre cette créativité qui fascine des fans du monde entier, nous avons suivi à Paris l'une des éditions passées du Nollywood Week. Nollywood à l'assaut de Paris avec la première édition du Nollywood Week Festival. Pendant 4 jours, professionnels du cinéma, acteurs, producteurs, distributeurs, mais aussi un public de passionnés se sont retrouvés pour discuter de l'avenir du cinéma nigérian. Avec en bonus, la projection de 7 films qui ont tous fait un carton à leur sortie en salle au Nigeria. Nollywood est connu pour sa production quantitative très importante. J'ai toujours voulu mettre en avant les films intéressants plutôt que de passer mon temps à critiquer l'industrie. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'est venue l'idée en fait de créer un événement qui permette d'avoir accès aux bons films de Nollywood et aux meilleurs films de Nollywood, tout simplement. Une sélection qui a plu aussi au public parisien. J'ai vu les 7 films et donc c'est 7 genres assez différents. C'est un cinéma émergent, donc c'est assez intéressant de voir la diversité des problématiques qui sont abordées. Elles ne sont pas habituelles. Certains sont très bien, d'autres un peu moins. Mais globalement, ouais, très content d'avoir découvert le cinéma nigérien. Yeah, I did enjoy it. Yeah, I did. I enjoyed it a lot. It was fun. J'ai beaucoup aimé ces films. C'était drôle, vraiment bien fait. Ils racontent de bonnes choses sur le Nigeria, mais abordent aussi des aspects plus compliqués, plus difficiles. Je pense qu'ils permettent de mieux comprendre notre culture. Pourtant, Nollywood a une très mauvaise réputation. Né dans les années 90, avec le succès de Living in Bondage, les vidéos sont tournées en très peu de temps, dans des décors naturels. Plus de 2000 films sont produits chaque année, pour des budgets moyens de 10 millions de francs CFA, soit 15 000 €. Ces films sont ensuite vendus en format vidéo compact disque dans les marchés du pays. Leur coût à l'unité, 1400 francs CFA en moyenne, environ 2 €. Un prix largement abordable qui a permis une diffusion de masse de Nollywood, s'imposant comme l'industrie la plus connue du continent africain. Mais ce cinéma s'exporte aussi à l'international. Londres, New York, bref, partout où il y a une diaspora nigériane. Le film, de façon générale, dans le monde, va s'orienter de plus en plus au XXIe siècle vers la distribution multiplateforme. La salle du cinéma permet aux cinéastes et aux producteurs de faire de la publicité autour de leurs produits. Comme ça, les gens sont au courant. La séparation qu'il y avait entre le cinéma d'une part et la télévision est en train de disparaître peu à peu. On a des produits qui sont à mi-chemin entre le film et la télévision. Et Nollywood a dévancé beaucoup de productions cinématographiques dans le monde en étant parmi les premiers à aller dans ce sens. Pendant des années, les Nigérians ont eu des films importés de l'étranger à leur disposition. Indiens, américains, des films loin de leur culture, de leur histoire. Avec l'apparition de Nollywood, ils ont pu se retrouver, se reconnaître, s'identifier. Et c'est bien là qu'est la clé du succès de Nollywood, son public. Les vidéos que nous produisons sont de meilleure qualité. Mais elles resteront toujours des films faits par des Nigérians pour des Nigérians, avec nos histoires. Nous ne perdons pas notre essence. Cette industrie qui fait vivre plus de 300 000 personnes génère plus de 300 millions d'euros de bénéfices. Mais les réalisateurs de cette nouvelle vague veulent aller plus loin. Ils veulent sortir de ce marché de niche et conquérir le marché international. Son contenu reste encore méconnu sur la scène internationale comme Hollywood ou dans une moindre mesure Bollywood.
surtout à cause du manque de professionnalisation du réseau de distribution. Il n'existe pas à proprement parler de grands groupes internationaux de diffusion comme il peut y en avoir aux États-Unis. Encore boudés par certains distributeurs internationaux, les réalisateurs et producteurs de la nouvelle vague cherchent à faire des coproductions à l'international et n'ont aucun doute sur l'avenir prometteur de Nollywood. Le Nollywood d'avant, c'est un Hollywood qui est fait pour un marché local. Vraiment, il ne cherche pas à l'international, trop à l'exporter. Par contre, je pense que celui-ci, c'est quelque chose qui est en train de se construire et c'est une industrie qui va se construire. Mais je suis assez confiant quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu un public hier, c'était un public très mélangé. Les gens étaient vraiment très... Enfin, rigolaient. Il y avait un langage universel, ouais, je pense. Bien que le réseau de distribution de ces films dans les cinémas étrangers fasse défaut, il existe pourtant une réelle demande du public. Pour preuve, la création ces dernières années de chaînes sur le câble et le satellite dédiées aux films nigérians, comme Nollywood Movie, chaîne lancée par le bouquet Anglais Sky en 2008, ou encore en France avec Nollywood TV, créée par l'entreprise française Théma en octobre 2012. Malgré cet engouement du public, beaucoup reste à faire. Le problème des programmes que l'on reçoit, qui ont des scripts parfois incomplets, puisque évidemment les films Nollywood ont des passages en dialecte, en Yoruba ou autre, et du coup qui sont difficilement doublables. Donc ça c'est une première difficulté. Une deuxième difficulté c'est que il n'y a pas de version internationale sur ces films, donc ça veut dire que pour le doublage nous sommes obligés de recréer cette version internationale, donc c'est-à-dire refaire tous les bruitages, toutes les musiques, en plus du doublage des acteurs eux-mêmes. Même si les films nigérians ont été plusieurs fois récompensés au FESPACO et que les câblo-opérateurs montrent un intérêt grandissant pour cette jeune industrie, la nouvelle génération de réalisateurs aura de nombreux challenges à relever avant d'être connue et reconnue par le public international. Il peut déjà compter sur ses 150 millions de téléspectateurs. Nous retrouvons Blaise Pascal Tanguy pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il nous raconte comment sa mission de réalisateur engagé l'a amené à disséquer le trafic de faux médicaments en Afrique. Regardez. Vous-même, Blaise Pascal Tanguy, avez commencé par étudier les mathématiques avant de vous tourner vers le cinéma. D'où est venu ce revirement en quelque sorte ? C'est vrai que j'ai un parcours très atypique. Hein. Je commence, bien entendu, par les mathématiques. Et après, je n'arrive pas tout de suite au cinéma. Je fais l'école de publicité à Paris. Après ça, j'ai travaillé un peu. Mais comme ma passion, tout à l'heure je l'expliquais, hein, de l'enfance, j'ai beaucoup regardé de films. Et je me suis dit, je le ferai. Je deviendrai cinéaste. J'essaierai de comprendre comment ça se passe. Donc la curiosité surtout. Donc, je me lance dans le cinéma, je fais une formation en réalisateur cinéma. Et voilà, c'était parti. J'ai démarré en 2004 en créant ma boîte. Et depuis là, j'ai fait pas mal de films. Et je travaille sur pas mal de projets aussi. Votre film Tueur silencieux sur les faux médicaments a ouvert la voie à une réalisation de documentaires engagés. C'est votre marque de fabrique, cette dénonciation des problèmes de la société africaine? C'est clair. Curieusement, tous mes films, jusqu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait comme film, c'était dans la rue. Je ne dénonce pas seulement, mais j'essaie de... Par exemple, les documentaires que j'ai fait avant, qui étaient sur les métiers de la rue, j'essaie de montrer que malgré ce qu'on pense, hein, parce qu'on voit les enfants, les gens qui traînent dans la rue, ils vendent pas mal de choses, hein, qu'ils s'en sortent, voilà, au prix de beaucoup d'efforts. Donc c'était ça le premier objectif. Et le documentaire, Le Tueur silencieux, c'est pourquoi le tueur silencieux déjà, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ces médicaments vendus dans la rue sont la plupart du temps soit périmés, soit mal conservés. Et quand ils sont mal conservés, je ne suis pas médecin, hein, je m'inspire de ce que j'ai appris en tournant le documentaire. Quand ils sont mal conservés, ils deviennent des poisons. Et beaucoup de gens en meurent sans se rendre compte. C'est-à-dire, j'ai mal au ventre, je vais dans la rue, je prends un médicament, je le consomme, et il me tue. Et on ne saura jamais que c'est ce médicament qui m'a tué. C'est pour ça qu'on parlait de tueur silencieux. Et dans l'enquête, nous nous sommes rendus compte, je me suis rendu compte en faisant le film, que c'est une très grande mafia. Beaucoup de gens en profitent, du haut en bas, je vais le dire.
Et ça rapporte plus que la drogue. Parce que le médicament, certes, il est dans la rue, il n'est pas arrivé au hasard. Ce n'est pas ceux qui sont là, tu le vends, tu le fabriques. C'est vraiment le bout, c'est le bas de l'échelle. Parce que c'est toute une chaîne, c'est toute une mafia. Et ceux qui vendent là, c'est vraiment le bas de l'échelle, quoi. Ce travail de documentariste engagé, est-ce que il est dangereux? Vous recevez des menaces régulièrement? Oui, pendant le tournage de Tueurs silencieux et d'autres documentaires, j'ai eu beaucoup de menaces. Voilà, j'ai commencé un documentaire, par exemple, sur les églises réveillées, j'ai eu des menaces, j'ai arrêté. Celui sur le Tueur silencieux, on a eu beaucoup de menaces. Il y a beaucoup d'images, beaucoup qu'on n'a pas pu utiliser, parce que voilà, on nous a demandé de ne pas l'utiliser, on n'a pas utilisé. Mais voilà, j'essaie de sensibiliser la population, qu'ils comprennent que c'est dangereux, ce genre de médicaments, qu'ils essayent de se rapprocher des pharmacies ou des circuits classiques, réglementaires, plus sécurisés, pour acquérir leurs médicaments. Vous êtes aussi un producteur. Est-ce que de votre point de vue, c'est l'argent qui manque le plus au cinéma africain? Bien entendu, c'est l'argent qui manque aux cinéastes africains pour faire de vrais films. Mais je pense que la base, c'est d'abord la formation. C'est beaucoup plus la formation. Parce que beaucoup, malheureusement, ne sont pas formés. On n'a pas de grandes écoles de cinéma en Afrique. Et tout le monde ne peut pas voyager pour aller se former ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça, ils veulent faire des films. Et puis voilà, on a le résultat qu'on a. Parce que, comme disait un grand réalisateur américain, pour faire un film, il faut une belle histoire, il faut une belle histoire, il faut une belle histoire. Et une belle histoire, il faut savoir la raconter. C'est-à-dire qu'il faut un très beau scénario. Et côté scénario, on a vraiment un souci. Nous avons un souci. On n'arrive pas encore à écrire de beaux scénarios. Et après le scénario, il faut l'argent. Il faut l'argent, bien sûr. Même si on fait des formations, après, il faut l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour faire un film. Parce qu'on a beau dire, on va se débrouiller, on va faire rapidement un film et le porter à l'écran. La preuve est là. On voit ce que ça donne. Nos films ne sont pas beaucoup exportés, ne répondent pas aux critères internationaux et donc forcément ne passent pas dans beaucoup de grandes chaînes à travers le monde, ni dans beaucoup de grands festivals à travers le monde parce que voilà, la qualité n'est pas là, l'histoire n'est pas bien racontée, le jeu d'acteur n'est pas bien assuré et donc forcément les gens refusent nos films. D'abord, il faut qu'on pense à se former et après, l'argent, je pense que l'argent pourra suivre. J'ai la foi, j'y crois. Finalement, vous travaillez aujourd'hui sur de nombreux projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, je travaille sur beaucoup de projets de cinéma. Il y a un projet de série télé sur lequel je travaille depuis 2012, ça fait 8 ans. C'est une histoire de corruption qui se tourne dans un pays imaginaire qui permettra de dénoncer un peu tous les aspects de la corruption. Voilà, là, on travaille dessus. Et à côté, j'ai deux projets de long métrage, un autre projet de série télé aussi, et un projet de documentaire sur une dame qui s'appelle Françoise Bango, qui est triple saut, qui détient encore aujourd'hui le record du triple saut. Bon, à côté, il y a aussi un projet de film documentaire qui regroupe un peu, je devais faire le tour des pays d'Afrique centrale pour montrer un peu le potentiel économique, culturel, social de ces pays à travers le documentaire. Question de sortir un peu des préjugés et montrer le potentiel de ces pays. Voilà. Bon, mais à côté, il y a le projet du festival. Moi, ça fait partie des projets de film parce que c'est le festival, ça permet de tout ce projet de les montrer au public. Blaise Pascal Tanguy, merci beaucoup. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Blaise Pascal Tanguy ainsi que nos émissions sur le nouveau site internet africaonair.com et bien sûr également sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.